Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de deux petits bouquins que tu connais très bien. Ceux-ci. Alors certainement, tu es en pleine période d'examen et tu te poses la question de savoir comment bien préparer ton code. Alors ton code civil, mais ça peut être n'importe quel code. Comment s'utilise le code et surtout comment réviser avec son code, puisque ce sont des problématiques que tous les étudiants en droit rencontrent au moins une fois au cours de son parcours universitaire. Moi-même j'ai eu ce problème-là, notamment en première année de droit, où je n'ai pas du tout utilisé mon code civil et ça m'a valu d'aller au rattrapage. Et c'est au moment des rattrapages, je me souviens, en pleine épreuve en droit des biens, que j'ai découvert les super pouvoirs du code civil. Alors qu'est-ce que c'est les super pouvoirs du code civil? De quoi je parle exactement? Eh bien ce sont finalement toutes les astuces, ce sont tous les aspects qu'on connaît très peu dans l'utilisation du code et qui pourtant peuvent vraiment te sauver la vie. Ça m'a sauvé la vie en QCM, notamment en droit des biens, comme je te le disais précédemment. Mais surtout, ça va te permettre de comprendre beaucoup mieux ce qu'on attend de toi finalement, dans un cas pratique notamment, mais ça peut être aussi en commentaire. Mais c'est vrai que le code s'utilise principalement dans un cas pratique. Alors déjà, il existe deux codes, deux grandes éditions. Alors il y en a d'autres, mais grosso modo, les étudiants connaissent le code rouge, donc c'est celui-ci, celui de chez Dalloz, et l'autre de chez LexisNexis, c'est donc le bleu. Alors quel team on est, on s'en fiche de savoir si tu es team bleu ou si tu es team rouge. Me concernant, j'ai commencé avec le code de chez LexisNexis. En première année de droit, très simplement, on nous a proposé deux codes. C'était la corpo, je me souviens. Il y avait le code rouge et le code bleu. Tout le monde se ruait sur le rouge. Et moi, je connaissais pas le code bleu et je trouvais ça trop cool. C'était un peu le truc original. Et donc, voilà, j'avais choisi mon code bleu. Comme ça, je l'avais jamais ouvert. Hein. Franchement, j'ai choisi vraiment que sur le physique. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était la meilleure pioche que j'avais pu faire. Je t'expliquerai pourquoi je suis plus attachée au code de chez LexisNexis, mais encore une fois, le code rouge ou le code bleu, il comporte exactement les mêmes articles à l'intérieur. Alors c'est parti pour découvrir les super pouvoirs du code civil. Alors cette vidéo, elle est relative au code civil, je vais parler de code civil, mais disons que ça vaut pour tous les codes. Code du travail, code de procédure civile, code pénal, enfin bref, peu importe, c'est l'utilisation du code de manière générale. Il est possible que je fasse référence au code civil, mais c'est pareil pour tous les codes. Donc, dans un premier temps, sache que dans ton code, que ce soit le code rouge que le code bleu, à la fin, tu vas avoir un lexique alphabétique qui va recenser plein de mots-clés. Ça, c'est vraiment la première chose que, on va dire, 4% des étudiants en droit connaissent vraiment et utilise vraiment le jour des examens. Donc cette table des matières, personnellement, c'est celle que j'ai découverte pendant mon partiel en droit des biens en première année de droit. C'est une table de matières qui est, un lexique plus exactement, qui est plutôt bien fait puisque c'est par ordre alphabétique, donc pour trouver les termes, c'est comme un mini dictionnaire. Et à quoi il sert concrètement? Eh bien, imagine. Tu es en plein cas pratique, je sais pas, en droit de la famille, et on est sur un cas sur le divorce. C'est le cas que je prends généralement pour expliquer comment s'utilise justement ce lexique. Imagine donc, tu as un cas pratique, on te parle d'une situation de divorce, et toi, tu ne te souviens pas vraiment quel est l'article du divorce pour faute, puisque c'est l'article que tu souhaites utiliser pour faire ton cas pratique, tout bêtement. Donc voilà, tu te souviens pas de l'article du code, tu vas pas apprendre par cœur ton article si c'est pas nécessaire. Et puis étiqueter tous ces articles avec des petites étiquettes, tout ça machin, on en parlera tout à l'heure, mais bon, c'est pas forcément l'idéal. Donc justement, cette table de matière, elle va te permettre de trouver le terme, le mot en fait, divorce, pour faute. Alors, je te conseille d'aller faire l'exercice, va regarder dans cette table de matière, donc c'est tout à la fin, et cherche à divorce. Tu peux chercher à divorce pour faute, et si divorce pour faute n'est pas bien référencé, tu vas chercher à divorce. Et quand tu as trouvé le mot divorce, tu vas pouvoir avoir toute une liste de petits mots, d'autres mots-clés qui font référence au thème sur le divorce, et tu vas certainement trouver divorce pour faute, et l'article correspondant. Donc ça déjà, c'est un énorme pouvoir du code civil, c'est que c'est fini pour toi d'étiqueter tous tes articles. En effet, grâce à cette table de matière, tu vas pouvoir retrouver tous tes articles très facilement. Donc déjà, moi je faisais partie des étudiants qui débarquaient le jour de l'examen avec mon code, avec 0 post-it. Et ça, c'est vrai que je me suis pris plusieurs fois des remarques en mode
ouais mais t'as pas du tout révisé avec ton code, ou ah mais t'as rien étiqueté, mais t'as mis aucun post-it. Et en fait on générait chez moi comme une espèce de crainte ou de peur ou d'angoisse, alors que la vérité, je savais très bien que j'avais pas mis des étiquettes, mais en fait je comprenais pas quel était l'intérêt d'aller mettre des post-it, alors qu'en vrai, au fond du code, eh ben, il y avait tout en fait. Il y a la table des matières, il y a ce fameux lexique dont je viens de te parler. Et en fait, si j'ai besoin de trouver un article, eh ben, j'irai chercher directement dans le lexique. Deuxième chose par rapport toujours à ce lexique, c'est que grâce aux mots-clés, et grâce à la petite liste de sous-mots-clés que tu vas trouver avec le terme que tu cherchais, par exemple la divorce, tu vas trouver donc, je sais pas, une 50aine de mots-clés, et bien si tu les lis, ça va te faire tilt en fait dans ta tête. Et parfois tu peux trouver des mots-clés qui font tout à fait référence directe à ton cas pratique, parce que les mots-clés se réfèrent aussi parfois à certaines jurisprudences. Donc en fait, il va te dire, bah rendez-vous page, machin. Et ça, c'est hyper utile, parce que justement, dans ton cas pratique, parfois, il y a des choses que ton professeur souhaite que tu ailles chercher. Pas forcément des choses que tu as déjà étudiées, mais qui font partie, bien sûr, de ton programme. Et grâce à ce lexique, eh bien, tu vas pouvoir trouver les termes juridiques à ton cas. Et ça m'a énormément aidé, mais vraiment à 85% de tous mes cas pratiques, eh bien ça a été grâce à mon lexique, et ça m'a donné justement ces mots-clés, ces termes juridiques, les jurisprudences, et justement ça m'a permis aussi de me poser les questions de savoir, ah oui c'est vrai, cette condition je l'avais oubliée, ou bien encore, ah oui il y a cette exception, ah mais il y a ce cas particulier, grâce à ce lexique qui recense absolument tout. Donc bien sûr ce lexique, le mieux c'est pas de le découvrir en examen. Moi je l'ai découvert en droit des biens en plein examen. Bon bah c'était un coup de chance, mais en vrai le mieux quand même c'est évidemment d'avoir s'être entraîné avec ce lexique. Donc moi ce que je te conseille, au lieu de perdre 1000 ans à mettre des post-it sur tous tes articles, eh bien c'est tout simplement tu prends le temps de te tester. Genre, tu prends le chapitre, là, on parlait du divorce, et imagine que tu es en cas pratique, et cherche toi-même avant ton examen tous les termes auxquels tu peux avoir référence, justement, les termes que tu peux avoir, dont tu peux avoir l'utilité. Et à toi maintenant de te challenger un petit peu à trouver tout seul les articles, les jurisprudences, les conditions, etc. grâce à ce lexique. Il faut bien se rappeler que le jour de l'examen, le seul bouquin dont on pourra avoir besoin, et surtout le seul bouquin qui nous est autorisé, c'est bien le code. Donc il faut impérativement savoir l'utiliser. Et ça commence par justement savoir appréhender ce fameux lexique qui est vraiment hyper utile. Et je révise actuellement le CRFPA et j'utilise encore cette table de matière, ce lexique, et j'arrive vraiment à trouver mes jurisprudences, j'arrive justement à trouver et réunir toutes les conditions de tel ou tel principe, et c'est super important. Deuxième chose, deuxième super pouvoir du code civil, eh bien c'est tout simplement la jurisprudence. C'est vrai que quand on est étudiant en droit, surtout les jeunes étudiants en droit, ils peuvent se demander un petit peu mais de quoi on parle quand on parle de jurisprudence dans le code. Moi je ne vois que des articles, et j'ai déjà entendu des étudiants me dire ça. Donc c'est vrai que on peut se poser la question de savoir vraiment c'est quoi la jurisprudence. Déjà pour faire une petite définition, la jurisprudence ce sont les décisions de justice, d'accord? Et à 80% du temps, tes cas pratiques sont justement inspirés de jurisprudence. Surtout quand tu es en L1, L2 et L3, vraiment tes profs, ils vont vraiment aller puiser dans la JP et créer le cas. Donc cette JP là, elle peut se trouver dans le code. Et moi ça m'arrive très régulièrement de finalement trouver la jurisprudence qui a inspiré le professeur et qui justement me donne la réponse en fait. Donc ça c'est un truc de ouf, ça aide énormément. Donc c'est vrai que encore une fois, eh bien avant ton partiel, c'est important que tu ailles te référer aux articles que ton professeur a mentionnés tout au long du cours et que tu ailles regarder la jurisprudence qui a été inscrite en dessous. Donc pour rechercher la jurisprudence, c'est pas compliqué, tu vas dans un des articles, n'importe lequel, et ensuite tu vas voir en dessous, eh bien il va y avoir des petits textes qui sont écrits tout petits avec des mots un peu barbares, tu vas voir casse, première, 1er juillet, machin truc, et bien ça c'est la référence finalement de ton arrêt, et après il faut lire en fait, c'est hyper important, il faut lire. Et c'est vrai que moi en première année de droit je comprenais pas ce que c'était la JP, parce qu'en fait je prenais pas le temps de lire ce qui était écrit en tout petit, alors ça donne pas forcément super envie parce que c'est écrit tout petit, mais quand tu commences à lire, tu te rends compte à quel point en fait ça peut te donner les réponses à tes questions, ça peut te donner la réponse à ton cas pratique. Et parfois même, il y a certains articles qui sont tellement bien détaillés
que tu vas avoir un mini plan de cours en fait, c'est un truc de fou et ça peut te donner justement toutes les conditions ou les modalités ou alors les cas d'espèce en fait. Et comme je te le disais, tes profs puisent dans cette jurisprudence pour créer leur cas pratique et te faire raisonner. Donc si tu arrives à trouver la jurisprudence qui a inspiré le cas, eh bien je t'assure que ça sera bingo. Et moi le nombre de fois que j'ai eu des 14, des 15, des 16 en cas pratique grâce à ces jurisprudences parce que je prenais le temps de la lire avant le partiel ou alors je la découvrais pendant l'examen, ce qui n'est pas du tout un problème, on peut pas lire tout avant l'examen, et bien ça m'a vraiment aidé. Donc je te conseille vraiment de prendre le temps d'aller lire tes articles et la jurisprudence, les conditions, les cas d'espèce, etc. Déjà c'est super intéressant, tu vas apprendre plein de choses et en plus de ça tu peux te retrouver face à un cas qui a été inspiré de cette jurisprudence. Ensuite, la question de savoir c'est quel est le code civil à choisir. C'est vrai qu'on peut trouver des codes, alors déjà il y a la team rouge, team bleue. Je t'expliquerai tout à l'heure pourquoi je préfère les codes de chez LexisNexis, mais encore une fois, ça reste des codes, c'est quand même 80% la même chose. Les articles ne changent évidemment pas. Mais par contre, tous les codes, que ce soit le code rouge ou le code bleu, proposent 3 sortes de codes. Tu vas avoir le code non annoté, le code annoté et le code commenté. Donc ça, c'est hyper important d'être assez vigilant. Déjà, le moins cher sur le marché, ça va être le code non annoté. Pourquoi ? Parce que finalement, tu vas avoir que les articles de loi. Par contre, tu n'auras aucune jurisprudence. Alors attention, mais vraiment attention. N'achète pas ce code parce que pour l'examen, ça sera trop compliqué pour toi, tu n'auras pas de jurisprudence, tu n'auras pas de référence et malheureusement tu auras de moins bonnes notes. Donc je te conseille vraiment de ne pas t'orienter vers le moins cher, donc le non annoté, parce que finalement c'est pas celui qu'il te faut. En tant qu'étudiant en droit, tu as le droit d'avoir un code, c'est le code annoté, d'accord ? Alors quelle est la différence entre le code annoté et le code commenté ? Le code commenté, ne l'achète pas pour le coup, déjà il coûte beaucoup plus cher. C'est un code où à l'intérieur tu vas avoir les articles de loi, la jurisprudence, mais tu vas avoir aussi des commentaires. Donc les commentaires c'est un petit peu comme des cours, donc c'est pour ça que c'est interdit en examen, ça sera interdit certainement à tes partiels, et si tu passes un examen comme le CRFPA par exemple, c'est interdit, c'est no way, donc vraiment ne l'achète pas, ou si tu l'achètes c'est pour le garder chez toi, et prendre le temps de lire la jurisprudence, les commentaires, etc. Si c'est pour t'instruire chez toi, évidemment prends-le, c'est toujours bien d'avoir ça. Mais attention, ne t'entraîne pas avec, parce que le jour de l'examen, tu n'auras pas le droit d'avoir un code commenté, d'accord ? Donc très attention, on vérifie ça. Et enfin, donc le code annoté, c'est celui que tu peux acheter, que je te conseille vivement d'acheter, qui te seront recommandés par tes professeurs, puisqu'ils sont autorisés en examen, ils sont autorisés également au CRFPA. C'est un mixte un petit peu des 2 autres que je t'ai présentés, c'est-à-dire que tu vas avoir l'article de loi et la jurisprudence. Alors pas tous les articles ont une jurisprudence en dessous bien entendu, mais pour autant tu vas avoir la jurisprudence classique qui va pas être commentée, mais qui va juste, en fait tu vas juste avoir la réponse des juges. Donc ça va être très bref, mais je veux dire, c'est quand même parfois assez détaillé, je trouve, pour certains articles. Comme je te disais tout à l'heure, parfois il y a des articles, tu vas avoir, je sais pas moi, 20 pages de jurisprudence qui va être classée selon un plan en fait, donc ça peut vraiment t'aider, donc c'est quand même bien. Et d'autre part, c'est celui qui est autorisé en examen, donc pour avoir toutes les chances de ton côté, évidemment, c'est celui que je te conseille d'acheter. Encore une fois, je te conseille aussi de l'acheter en début d'année, puisqu'il a énormément de réductions étudiantes. Normalement, il est à 19,99 €. Donc si tu l'achètes plus cher, c'est quand même vachement dommage. Mais en tout cas, un code, c'est nécessaire en examen. Donc la question, tu vas forcément te la poser et je te conseille vraiment, j'insiste là-dessus, de prendre un code annoté, d'accord ? Alors où est-ce qu'on voit annoté, commenté, machin truc ? Et bien en fait, c'est tout simplement sur le code rouge, c'est écrit juste en dessous. Donc là, ça va être marqué annoté. Et le code bleu, eh bien ça sera marqué juste là. C'est marqué annoté par machin. Et si c'est commenté, ça sera marqué commenté par machin. Voilà. Donc c'est inscrit sur le code, il faut bien vérifier ce que tu achètes. Et au niveau de l'année, eh bien je te conseille évidemment d'avoir toujours un code à jour. Moi j'ai les codes 2022. Il est possible que j'aille m'acheter les codes 2023 parce que je vais passer l'examen du CRFPA et que je vais être sûre d'avoir la jurisprudence méga à jour. Mais encore une fois, un code ça peut se garder 2 années, hein. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. S'il n'y a pas de réforme notable, tu peux garder ton code 2 ans. Surtout qu'au fur et à mesure de tes années, tu vas devoir acheter de nouveaux codes. Donc ça commence à faire un petit peu cher chaque année. Donc sache qu'un code, tu peux le garder 2 années. Sauf s'il y a bien sûr des réformes notables, auquel cas il faudra changer évidemment.
pour être bien à jour. Voilà, alors ensuite, et pour terminer, pourquoi est-ce que j'ai choisi le code bleu? Alors déjà, c'est le premier code que je me suis acheté, donc c'est vrai que j'ai appris à utiliser le code bleu. Et ensuite, je me suis un petit peu... j'ai été un peu curieuse, j'ai eu le code rouge et j'ai pu regarder un petit peu les différences. Et surtout, je me suis rendu compte qu'en examen, à de nombreuses reprises, j'arrivais à trouver de la jurisprudence que je pouvais exploiter dans mes cas pratiques. Et souvent, comme je te le disais, c'était la jurisprudence sur laquelle les profs s'étaient inspirés. Et moi, mes amis, quand je sortais de partiel, ils me disaient moi je l'avais pas dans le code, bah non, il y était pas. Et quand on vérifiait, moi je l'avais, eux ils l'avaient pas. Donc c'est vrai que ça m'est arrivé quand même 3 ou 4 fois d'avoir la JP et que mes potes l'avaient pas. Du coup, je me rends compte quand même que peut-être le code de chez LexisNexis, enfin le bleu, eh bien, il est peut-être un petit peu plus fourni en termes de jurisprudence. Alors c'est pas une vérité générale, hein, c'est juste, je t'explique ma situation, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et d'autre part, au niveau du lexique dont je te parlais au tout début de cette vidéo, eh bien il est beaucoup plus fourni en termes de mots-clés dans le LexisNexis que dans le Dalloz. Ça, j'ai fait une comparaison et je vois vraiment la différence, donc c'est vrai que moi ça m'aide énormément ce lexique puisque je me base essentiellement dessus, je révise énormément avec mon code et j'utilise énormément ce lexique. Et dans le code bleu, il est beaucoup plus fourni. Donc moi ça m'aide. Après encore une fois, c'est pas ça qui va faire non plus... qui crée une différence énorme hein, dans une copie, mais à de nombreuses reprises, je me suis retrouvée à trouver plus facilement la jurisprudence, à trouver l'exception, à mettre bien toutes les conditions, à avoir pensé à telle ou telle chose grâce à ce lexique, en comparaison avec mes amis qui avaient le code rouge et qui étaient là en mode bah non, moi je l'avais pas ce mot, ah mais je savais pas comment le trouver. Et bon après peut-être qu'ils utilisaient mal hein, le lexique, je sais pas, mais ça c'est arrivé quand même à de nombreuses reprises et avec différents amis. Donc c'est l'expérience que j'ai eue, que je te partage. Encore une fois, tu prends le code avec lequel tu te sens le plus à l'aise, parce qu'en fait c'est ça le plus important. Moi j'ai commencé avec le code bleu, donc je suis à l'aise avec le code bleu. Mais si pour toi c'est le code rouge parce que tu es beaucoup plus à l'aise avec lui, eh bien continue à travailler avec le code rouge parce que c'est ça qui est le plus important, c'est de se sentir à l'aise avec son matériel. Voilà, et en dernier conseil, révise bien avec ton code, c'est hyper important de bien travailler avec son code parce que c'est le seul ami que tu vas avoir le jour de l'examen. Donc à toi de t'entraîner à trouver tes articles, n'étiquette pas tout, mets pas de post-it partout, mets-en quelques-uns si tu as vraiment peur. Mais par pitié, commence pas à mettre plein de post-it dans tous les sens parce que ça ressemble vraiment plus à rien. Et regarde, si tu regardes mon code, j'en ai mis quelques-uns, mais ça c'était vraiment le stress. En dernière minute, j'en ai mis. Alors qu'en vrai, je les utilise jamais, quoi. Genre, c'est vraiment très rare. Quand je vois des étudiants qui en mettent tout là, tout là, tout là, avec des codes couleurs partout, mais le jour de l'examen, t'es perdu par rapport à tout ça. Je te déconseille de mettre des post-it partout. Apprends à utiliser ton code et c'est ça qui t'aidera le plus le jour de l'examen. Voilà, si t'as d'autres questions, si t'as besoin d'aide, n'hésite pas à m'écrire tout simplement sur Instagram et puis n'hésite pas à liker cette vidéo, la partager à tes amis si elle t'a aidé et je te souhaite beaucoup de courage dans tes examens. À bientôt!